Trois autrices avec moi sur ce plateau, trois femmes et trois pays de mémoire. Toutes trois ont en commun la langue française, ont en commun aussi le mode d'expression, à savoir la bande dessinée, le dessin et donc l'écriture. Et elles partagent aussi une passion identique ou voisine, à savoir, et c'est la famille qui est au cœur de chacune de leurs œuvres. Je vais vous les présenter. Je commence par Adeline Cazier, qui est née à Lille, qui a fait ses études et qui continue de vivre à Tournai, donc belge-française, qui a de grands-parents portugais, et il va s'agir dans sa bande dessinée, puisqu'elle raconte l'histoire de son grand-père, qui a fait clandestinement à la frontière, qui s'est installé dans la banlieue parisienne, comme beaucoup de Portugais à cette époque. Annick Kamlang, qui elle est née au Cameroun, à Yaoundé, d'un nez et d'une maman antillaise, et qui a passé son enfance, son adolescence en Afrique, au Cameroun, mais aussi en Centrafrique, et puis aux Antilles. Elle fait du dessin de presse, elle a travaillé pour Amnesty aussi, et Myriam raconte dans sa bande dessinée, Annick raconte l'histoire de Myriam dans sa bande dessinée, qui va au chevet de son père, qui est malade, mourant, au Cameroun. Elle retrouve l'histoire du Cameroun. L'indépendance a été très dure, avec une guerre que l'on a méconnue en France, pour ne pas dire tue. Elle leur s'appelle Les enfants du pays. Mansouré Kamari, pour sa part, est né à Téhéran, donc en Iran, de cinéma d'animation. Elle a quitté l'Iran en 2006, venue en France en 2011. Et une bande dessinée qui retrace son parcours, qui s'intitule « Ces lignes qui tracent mon corps ». Alors, pour chacune d'entre vous, je vais vous poser un certain nombre de questions et on va essayer de découvrir votre univers. Voilà, je commence par Adeline. Alors, peut-être ma première question, ce qui vous a amené au dessin, ce qui vous a amené à la volonté d'écrire, de publier une bande dessinée, c'est quoi? C'est des rencontres, c'est l'école, ce sont des lectures, c'est la volonté de raconter cette histoire grand-paternelle, mais le goût du dessin, le goût de l'écriture, il est venu comment? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Moi, le dessin, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Et c'était vraiment un rêve d'enfant de faire de la bande dessinée. Enfin, j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. J'aimais à la fois dessiner et raconter des histoires. Enfin, ma mère me disait que c'était super important de lire beaucoup. Et dans ma jeunesse, je crois que j'ai dû lire tout le rayon jeunesse de la petite bibliothèque de mon village. Et donc, c'est la bande dessinée, c'est vraiment lier les deux, raconter des histoires et dessiner. Vous avez commencé enfant, adolescente, à raconter les petites histoires? Dessiner vraiment très très jeune et l'envie de faire de la bande dessinée, c'est plus venu à l'adolescence. Et vous avez fait une formation aux Beaux-Arts?
C'est ça. Parce que j'avais déjà en tête de vouloir devenir autrice de BD. Annick, à votre tour, des rencontres, des envies, des quoi? Oui, bonjour à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Alors, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné dans les années 80 en Afrique centrale, puisque j'ai grandi entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ça vient, c'est un mystère, peut-être que j'ai un ancêtre qui était dessinateur ou dessinatrice. En tous les cas, ce n'est pas mon milieu familial qui m'a influencée. Mais je me souviens, j'allais à l'école française à Bangui et au Cameroun, et je me souviens qu'il y avait une bibliothèque avec des livres, avec des illustrations pour enfants et des magazines comme J'aime lire. Et ce sont donc des choses qui m'ont influencée. Donc j'ai toujours dessiné. Cependant, ma carrière de dessinatrice de presse et d'autrice de bande dessinée est venue sur le tard dans ma vie professionnelle, aux alentours de 30 ans. Comme je n'ai pas grandi dans un milieu qui prenait au sérieux le dessin, donc j'ai eu un parcours professionnel autre. J'ai d'abord travaillé dans une grande entreprise, puis vers l'âge de 30 ans, en fait, j'ai décidé de revenir à mon amour pour le dessin. Et je vivais déjà à Paris à cette époque, puisque je suis arrivée à Paris en 2000. J'ai eu l'occasion de suivre de nombreux cours de la ville de Paris et de nombreux cours en formation continue, notamment à l'école du Perret. Donc c'est grâce à ça. Et ce qui m'a vraiment influencée pour aussi reprendre le dessin et d'envisager de manière professionnelle, c'est quand j'ai vu plusieurs livres édités par la maison d'édition L'Association, qui donc une maison d'édition qui a publié en fait des romans graphiques qui rendaient compte du réel. Et là, ça m'a vraiment marqué. Par exemple, une bande dessinée qui m'a donné envie de faire du dessin, c'est Persépolis de Marjane Satrapi. Je me suis dit, une femme qui dessine et qui rend compte de ce qui se passe dans son pays, ça m'a vraiment aidée. Donc j'ai vu aussi ces quelques modèles féminins, dont cette femme et d'autres, voilà, qui m'ont vraiment donné envie d'y aller. Mansouré, vous, le dessin, c'est venu très tôt en Iran, c'est venu plus tard? Oui, très tôt. En fait, c'est la même histoire. Quand tu es très petit, tu commences à dessiner, ça vient comme une forme d'obsession. Mais j'avais pas accès à bande dessinée quand j'étais petit. On n'a pas publication de bande dessinée en Iran, vraiment. Tout ce qui, ça reste même dans notre famille, il n'y avait rien, mais c'est assez limité à Tintin ou à, que c'est assez bien, mais j'avais pas quand j'étais petit. Je crois que j'ai commencé à lire les bandes dessinées plutôt en Malaisie et France. Et à la base, je suis... Entre l'Iran et la France, vous êtes passé par la Malaisie. Oui, oui, c'est ça. Et après, je viens de cinéma d'animation. Cinéma d'animation, c'est vraiment, c'est mon amour, mais c'est assez difficile d'avoir budget pour vraiment investir dans un projet personnel. Et j'avais vraiment envie de raconter mon histoire, d'avoir dessiné dans les styles que j'aime bien. Et je trouvais que bande dessinée, c'est un médium parfait. Voilà. Alors, on va rentrer dans chacune de vos bandes dessinées. Vous voyez sur l'écran à la fois la couverture et la quatrième de couverture. Adeline, cette première bande dessinée. Alors, le choix du portugais, déjà, pour le titre, et le choix de ce titre, en silence, donc en français. Tout d'abord, pourquoi en portugais? Pourquoi en français? En fait, j'ai interviewé mon grand-père avant d'écrire le scénario. Enfin, j'avais dans l'idée de faire quelque chose, mais quand je l'ai interviewé, c'est ma grand-mère qui a trouvé le titre. Quand il parlait de son histoire, elle a dit M Silencio, et je trouvais que ça marchait vraiment par rapport à le silence très concret du récit où il doit traverser une frontière, ne pas se faire repérer par la garde civile parce qu'on peut se faire renvoyer au pays ou se faire tirer dessus. Donc il y a vraiment ce truc très concret où il fallait ne pas être visible presque. Et le silence aussi de la difficulté de parler
de ces récits-là. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans d'autres témoignages où la deuxième ou la troisième génération comme moi, où on entendait beaucoup ce truc de c'est difficile d'interroger ses parents ou ses grands-parents sur la clandestinité ou le fait d'avoir changé de pays en fait, et sur les traumatismes que ça peut apporter sur ces vécus-là. Comment s'est fait la démarche? Vous avez interrogé votre grand-père parce que vous aviez le projet de la bande dessinée, ou vous avez écrit votre bande dessinée parce que vous aviez posé les questions à votre grand-père? Moi, j'ai grandi avec une toute petite partie, enfin une anecdote de son vécu qui est présente dans la bande dessinée. Donc c'est, enfin, ma mère m'a toujours raconté, oui, ton grand-père, pour passer la frontière avec la France, il a dû se cacher dans un camion à cochons. Et ça m'a vraiment, enfin, j'ai grandi avec ce petit bout d'histoire, quoi. Et après, je me suis dit, à la fin de mes études de bande dessinée, j'avais envie de raconter une histoire ancrée dans le réel, parce que c'est vraiment le type d'histoire qui m'intéresse de raconter. Et là, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi est-ce que je ne lui pose pas la question sur cette histoire-là qui est familiale, qui est importante pour moi, et aussi qui peut être importante pour d'autres lecteurs et lectrices. Annick, dès la couverture, donc les enfants du pays, on voit 3 scènes, on est déjà presque dans une bande dessinée avec la première page, une lettre, une découverte, un enfant, une enveloppe, un camp militaire. Les choses sont posées. Donc c'est une fille qui va à la rencontre de son père au Cameroun et elle a appris qu'il est malade. Et cette jeune fille s'appelle Myriam, elle ne s'appelle pas Annick. Oui, elle s'appelle Myriam et pas Annick parce que mon livre est une autofiction. Donc c'est un livre qui s'inspire de mon histoire familiale, de ma relation avec mon père et qui prend prétexte de cette histoire familiale pour raconter la grande histoire, celle de la guerre de décolonisation du Cameroun. Et le fait d'inventer un personnage, ça me permet aussi de garder, de prendre aussi de la distance vis-à-vis de cette histoire compliquée, qui est une histoire au fond d'abandon. La vraie histoire, c'est que dans les années 90, j'ai quitté le Cameroun suite à des émeutes pour aller vivre en Guadeloupe. Mon père est resté sur place et s'est lancé en politique, s'est engagé politiquement. Et il a préféré en fait s'engager politiquement dans son pays plutôt que de s'occuper de sa famille. Donc c'est une histoire d'abandon. C'est une histoire d'abandon. Et donc, cette jeune femme retrouve son père pour lui demander des explications. Et là, elle découvre une histoire qu'elle ignorait. Et donc, vraiment, inventer ce personnage m'a permis de prendre de la distance. Et aussi, je suis une personne assez pudique. Et donc, ça me permet aussi de pas complètement tout livrer non plus. Et aussi, la troisième chose que ça m'a permis, c'est de laisser de place aussi à la création. C'est une autofiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des scènes qui sont inventées. Il y a des choses que le genre du livre, c'est un thriller. Voilà, donc cette mise à distance me permet de faire Thriller tout ça. familial au cœur de la guerre de décolonisation au Cameroun. C'est ce qui est écrit. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai inventé ce personnage, pour faire ce que je voulais faire. Mansouré, alors, pour vous, ces lignes qui tracent mon corps, on voit un visage avec une calligraphie. Vous pouvez nous traduire cette calligraphie, elle est traduite dans le livre. Cette calligraphie, ça signifie comme un fit traîné. C'est un type d'insulte qu'on entend très souvent par une jeune femme ou jeune fille. Il n'y a pas équivalent pour les garçons. Et ça peut être un fit traîné pour rire avec voix assez haute ou lourde, ou très simplement, tu peux être, dès que tu es hors norme de société, accepté par une société, il te dit ça. Je trouvais que c'est... Et on le voit
souvent écrit avec le calligraphie sur les murs, les phrases comme la fille, je ne sais pas comment dire, qu'il faut être ange, qu'il faut être. On a à côté du coup, je dis c'est un bon. C'est bien de l'inverser pour l'utiliser, que ça vient de notre culture. Voilà, que j'ai grandi avec. Le choix du titre lui-même, c'est ces lignes qui tracent mon corps. Comment vous aviez ce titre en tête? Il est venu par la suite? Non, j'avais en fait cette histoire, c'est ça passe dans une séance de modèle vivant où je suis à la fois modèle et dessinatrice. Et dans ce livre, je dessine moi-même je aussi dessine mon passé, je dessine mes expressions, tout ça. Je crois que Céline, d'abord, ça donne une identification comme un corps féminin. Et aussi, avec Céline, j'essaie de trouver mon identité comme entière. Voilà. Aline, je reviens vers vous. Alors, on va rentrer dans ce livre. Alors, la première image que l'on montre, en tous les cas, c'est pas la première page, mais c'est le début de l'exil de votre grand-père. C'est le passage de la frontière. Il vous a tout raconté, le grand-père, et vous avez dû compléter ces informations. Comment c'est né ce livre? Tel qu'on le lit, nous, par petits morceaux, comment vous avez construit votre livre et comment vous avez construit le récit? On commence par le début de l'exil, en quelque sorte. Hein. Dans un premier temps, je l'ai vraiment interviewé. Donc, il m'a raconté toute son histoire d'un coup. Et ensuite, il n'a plus voulu du tout que je pose d'autres questions. Donc, c'était compliqué parce que moi, je me retrouvais avec un très long témoignage et beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je me suis beaucoup documentée. Il y a le travail de l'historien Victor Pereira qui parle de la question de l'immigration portugaise et qu'il replace dans le contexte socio-culturel, économique de l'époque et politique. Donc ses livres m'ont beaucoup aidé. Il a d'ailleurs écrit la postface du livre et il a même pu me faire un retour avant que la bande dessinée parte à l'impression que c'était très précieux. Ensuite, j'ai pu avoir accès à toutes les photographies de Gérald Boncourt qu'on peut retrouver très facilement sur Photographe Internet. haïtien. Comment? Photographe haïtien. Oui. Très intéressant. Et ces photographies ont été vraiment un outil de documentation pour faire ma bande dessinée. Et il y a aussi les livres documentaires de José Vieira, qui lui aussi a fait tout un travail où il a été interviewé et capté en images le témoignage de plusieurs portugaises, surtout des Portugais en fait, qui ont traversé clandestinement et qui sont revenus plus tard au pays. Et donc ça, c'est... d'ailleurs, il y a une référence très claire à la photo déchirée de José Vieira dans mon album. Ça, c'est toutes des lectures ou des visionnages dans le cadre des films qui m'ont permis de construire mon récit, de l'alimenter et de donner du corps à mes personnages parce que mon grand-père, il n'avait plus envie, il a raconté son histoire une fois et pour lui, c'était suffisant. C'était le silence, lui aussi, après. C'est ça. Et ma mère, qui était très très jeune, avait très très peu de souvenirs, donc ne pouvait pas vraiment m'aider à répondre à mes questions, même si elle était très partante. On retrouve les cochons que vous évoquiez tout à l'heure et Oui. la charrette. Et quand il arrive, avant de son arrivée, il raconte une histoire comme si c'était aussi une manière de dire les choses, mais de les dire avec le conte, avec la légende, avec une manière, une autre forme de silence, de ne pas dire la vraie vérité, mais de la rendre plus jolie peut-être. Je me trompe? Ça, c'est plus moi qui ai rajouté. Enfin, je veux dire, par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est que tout ce que j'ai pu lire et voir a aussi alimenté les personnages. Et donc, c'est pas
c'est son histoire, mais ça reste quand même une fiction. Donc, j'ai fait en sorte de respecter ce qu'il m'avait transmis, mais aussi avec une volonté de ne pas juste rendre le récit très lourd et très dur. Et du coup, le côté conte, poétique, c'est presque un peu moi qui, en tant que petite fille, enfin, je me mets à la place à la fois des personnages et aussi de ces petites filles qui doivent quitter pour espérer avoir une vie meilleure dans un autre pays. Mansouré, les 3 premières pages de votre livre, on vous voit, une jeune femme qui est modèle. On voit les gens qui dessinent autour d'elle, et cette jeune femme, tout d'un coup, pense et revoit son histoire. Là aussi, vous avez commencé vraiment la bande dessinée par cette image. C'est cette image-là qui a été fondatrice, en quelque sorte. Vous vouliez avoir ce passage du modèle à la vie d'avant. Non, j'ai vraiment commencé par ça. Mhm. En fait, cette expérience, c'était vrai, mais j'ai posé dans une séance au modèle vivant, et j'ai trouvé, pendant que j'ai posé, j'ai trouvé tellement épaissant d'être là, et je me suis trouvée planchée dans le souvenir, mais pas comme la manière que j'ai raconté dans ce livre. Et cette expérience m'a déclenché cette idée d'utiliser cette science comme base pour raconter mon histoire. Voilà. C'est aussi la volonté, j'imagine, de contraste Oui, terrible exactement. entre... Exactement, c'est ça. Oui. Voilà. On voit l'image suivante, enfin, c'est pas l'image suivante dans la bande dessinée, mais celle que l'on présente en suivant. Cette fois, vous voyez votre mère, telle que vous la représentez, avec les enfants, et effectivement, tout d'un coup, vous nous amenez l'Iran et l'oppression qui est là. C'était évidemment là où vous vouliez en venir, raconter votre histoire, raconter votre Iran. Oui, mais ce livre, pour moi, c'était un type de thérapie. J'étais dans l'état dans mon travail que j'ai trouvé que je suis bloquée. J'ai tellement peur dans moi, je ressentais tellement peur dans moi, et j'ai besoin d'aller vers l'arrière et trouver les raisons, trouver ça commençait à où. C'est ça ce livre. En fait, c'est passé vers, c'est aller plonger dans le passé et trouver. En fait, tout ça commence à la période que j'étais enfant, la période que j'ai commencé à porter un voile. Et toutes les discriminations entre une fille et un garçon, il a commencé. Voilà. Vous faites intervenir dans votre bande dessinée un personnage qui vous filme. Quel rôle vous attribuez à ce personnage intermédiaire entre vous, nous, lecteurs? Il y a cette jeune femme qui vous filme. Bon. D'abord, ça, c'est aussi il y avait une jeune fille qui m'a filmé pour un projet de fin d'études. C'est une formation de documentaire. Et pendant qu'il m'a filmé, que je pesais nous, j'étais confortable devant la caméra. Je n'ai pas même senti la présence de caméra. Et quand j'ai dessiné, j'étais complètement en stress, en panique. Et j'ai trouvé que, en fait, des dessins, ils montrent plus moi. J'ai plus peur de le montrer. Et voilà. Ça vient encore une idée pour mon livre. Annie, alors, il y a dès les premières pages une succession de dates et de lieux. Vous nous mettez en condition géographique et historique. On est à Yaoundé en janvier 2020, et on comprend qu'il y a un enlèvement, d'où le trailer que vous évoquiez sur la page de couverture. On est ensuite dans le livre, mais ça se passe précédemment, à Paris en décembre 2019, et ce jour-là, un petit garçon qui interroge un peu sa maman
et elle annonce que Noël se passera peut-être chez un oncle. Vous pouvez nous raconter, nous remettre dans le cadre où vous voulez situer les 3 lieux et les 3 dates. Oui, effectivement, il y a 3 lieux et 3 dates. Il y a à la fois Paris et de Myriam, mon personnage qui est un peu moi, et son fils Marcus. Mais qui élève son fils. Qui élève seul son fils Marcus en 2020 à Paris. Il y a la réalité aussi du Cameroun en 2020, qui est donc la première scène du livre où on la voit courir dans un marché à Yaoundé. Elle est enlevée à ce moment-là. Donc il y a cette époque-là. Mais il y a aussi des flashbacks sur le Cameroun dans les années 90. Ça correspond au moment où cette femme quitte le Cameroun de manière précipitée après des émeutes. Et il y a aussi des flashbacks sur la période où le Cameroun a lutté pour son indépendance des années 60, de 58 aux années 70. Donc effectivement, il y a quand même 3 périodes qui sont quand même dans mon livre. C'est le choix que j'ai fait. Alors pourquoi? Parce que le thème de mon livre, c'est la guerre de décolonisation du Cameroun. Mais j'ai quand même fait le choix de parler du Cameroun d'aujourd'hui et de la France d'aujourd'hui parce que c'est l'histoire d'un membre de la diaspora camerounaise, Myriam, qui ne connaît pas tellement l'histoire de son pays, qui ne sait pas pourquoi son père l'a abandonné et qui a besoin de faire ce cheminement pour découvrir une vérité sur son pays. Et je pense que c'est sans doute, ça peut avoir une résonance sur beaucoup de personnes qui sont de la diaspora camerounaise. Parce que cet épisode historique au Cameroun a longtemps été tu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, c'est pas seulement de raconter la guerre de décolonisation en tant que telle, mais de montrer le cheminement en fait qu'il faut pour un membre de la diaspora pour découvrir cette vérité qui n'a pas forcément été transmise. Il y a plusieurs choses qui sont en commun dans vos livres. Le Oui. silence, vous dites l'histoire qui est tue, Exactement. on revient au silence, il y a du silence aussi dans votre livre. Et il y a aussi cette photo qui est en très, très grand format et qui est déchirée, qui est écornée. Vous pouvez nous raconter cette photo? Ah oui, et je Vous vous la raconte cette photo légendez? avec beaucoup d'émotion parce que quand j'ai quitté l'Afrique centrale dans les années 90, en fait, il y a beaucoup de photos de familles qui sont restées au pays et qui ont depuis longtemps été perdues. Donc aujourd'hui, en fait, je n'ai pratiquement aucune photo de mon enfance. Et donc cette photo, je l'ai illustrée de mémoire parce que c'était une photo qui trônait dans le salon familial. Voilà, donc où il y a mon père, ma grand-mère paternelle et ma mère. Et donc, nous sommes une fratrie de 4. Donc, ma mère était enceinte à l'époque de mon dernier frère. Mais là, il y a ma grande sœur, mon petit frère et moi, voilà, à côté. Voilà, c'est une photo. Vous savez, à l'époque, dans les années 80, les familles allaient en studio photo. Voilà, on s'habillait bien et on allait dans les studios photo à Yaoundé. Et elle est déchirée. Et elle est déchirée. C'est vous qui Exactement. l'avez déchirée, elle était déchirée dans la... Alors, elle n'était pas déchirée. Elle n'était pas déchirée. C'est moi qui l'ai déchirée pour montrer cette rupture, cette famille brisée avec un père donc qui Absent. Qui est absent. Exactement. Là, on est dans une autre page et ce qui m'intéresse, c'est la première phrase. Dis-moi, Théodore, vous commencez à poser des questions aux gens. Vous allez mener une enquête. Vous avez employé le mot de thriller. Il y a une véritable enquête policière en quelque sorte. Oui, il y a une enquête policière parce que le père n'est pas très bavard. Et dans la réalité aussi, mon père m'a transmis certains événements historiques, puisqu'il a grandi dans une région où il y a eu la guerre de décolonisation, mais il ne m'a pas aussi forcément tout transmis, parce qu'il faut savoir que cette génération de personnes qui ont vécu dans ces années-là était vraiment terrorisée. Si à l'époque, vous prononciez le nom d'un Camerounais nationaliste qui luttait pour l'indépendance du Cameroun, vous pouviez être déporté,
vous pouviez être menacé, vous pourriez avoir énormément de problèmes. Donc effectivement, il y a une espèce de chape de plomb qui a régné sur cet épisode, sur cet épisode historique du Cameroun pendant des années et des années et des années. Donc c'est pour ça qu'il faut creuser. Donc je trouve que vraiment l'enquête se prête vraiment choisir l'enquête, c'est un bon mode pour rentrer dans cette histoire. Qui est-il ce père, si vous deviez nous le présenter, ce père dont on dit, quelqu'un vous rapporte ceci, ton père a eu une part de responsabilité dans les répressions de 91, de 91. Oui, c'est ça, répression de 91. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun, quand il accède à son indépendance, la guerre continue, même après l'indépendance, et se transforme un peu en guerre civile. C'est-à-dire qu'avant les années 60, c'est une guerre de décolonisation, avec une armée française qui réprime en fait les nationalistes qui luttent pour l'indépendance, qui installe un président, Amadou Ahidjo, en 1960. Mais malgré l'indépendance, la guerre continue parce que Ahidjo forme son armée, l'armée camerounaise, est aidé par les Français pour réprimer les nationalistes qui continuent en fait à lutter pour l'indépendance parce qu'ils estiment que c'est une indépendance de façade. Et pourquoi le rôle du père là-dedans est important? Mais c'est parce que, comme je vous ai dit, le Cameroun, ça devient une espèce de guerre civile où il y a des Camerounais qui sont OK avec le président Ahidjo et l'armée française pour réprimer les nationalistes. Donc il y a eu, je pense comme pendant la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu les collabos, il y a eu les collabos et il y a eu Les résistants. Et il y a eu les résistants. Donc c'est à peu près la même chose qui s'est passé au Cameroun. Et donc c'est pour ça que et ces collabos et les personnes qui répriment les nationalistes, dans les années 90, ils font partie du gouvernement camerounais qui réprime aussi toute voix dissidente. Et donc, c'est pour ça que vraiment, mon livre dit que les conséquences de cette guerre, aujourd'hui, c'est aussi un pays qui, au Cameroun en tout cas, réprime toute voix discordante. Et donc, pour la fille, c'était essentiel pour elle de savoir de quel camp, à quel camp son père appartenait. Adeline, alors on retrouve le grand-père. Cette fois, il est arrivé en France. Il est arrivé dans le bidonville des Francs-Moisins, à la limite de Saint-Denis et d'Aubervilliers. C'est pas tout à fait la destinée dont il avait rêvé. Non. Il savait un petit peu. Non. Il n'était pas du tout au courant qu'il allait arriver dans un bidonville. Et en fait, il y avait beaucoup d'autres personnes, enfin d'autres Portugais qui avaient déjà fait la traversée clandestine avant et qui envoyaient des lettres à leur famille et qui n'osaient pas, en fait, qui avaient honte de parler dans les conditions dans lesquelles il et elle vivaient. Donc, dans les lettres, c'était écrit tout va bien, j'ai une maison, j'ai un travail. Enfin, le but, c'était de pas. C'est encore un silence, ça. C'est ne pas dire la réalité Oui. et la masquer par autre chose. Oui, mais parce que je pense que je me mets à la place de ces personnes. Après, mon grand-père ne me l'a pas dit de cette manière-là, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est tellement compliqué parce qu'on a donné son argent à un passeur. On espère arriver là-bas, trouver du travail, vivre dans des meilleures conditions qu'au Portugal. Et en fait, c'est presque pire que mieux. Mais d'un autre côté, quand mon grand-père est parti, il n'avait pas beaucoup le choix puisqu'il risquait d'être mobilisé pour partir dans une colonie portugaise parce que le dictateur de l'époque, Salazar, voulait conserver ses colonies et il commençait à y avoir pas mal de soulèvements. Et donc, il avait peur d'être envoyé dans une guerre où il n'avait pas du tout envie de participer. Et le Portugal, du coup, était très pauvre. Donc, en fait, c'est un peu le seul choix qui lui restait de partir, de suivre ce qu'on pouvait lui dire, de dire va en France, peut-être que tu pourras être mieux là-bas.
Et c'est un peu ce que je veux raconter à travers ce livre, c'est que c'est beaucoup, beaucoup d'espoir et une grande désillusion de la manière dont on est accueilli en fait dans ce pays-là. Après, il n'est pas resté à Paris, donc c'est un moment bref dans la bande dessinée, mais qui me semblait important parce que donc là, c'est le bidonville près de Aubervilliers, mais il y en a eu plein d'autres, en fait, surtout les pourtours de Paris à l'époque. Et ces personnes-là vivaient vraiment dans des conditions horribles et c'était vraiment très compliqué, quoi. Vous racontez l'histoire de votre grand-père, mais vous y avez ajouté des choses. Déjà, vous lui avez adjoint deux compagnons. Lui, il s'appelle Juan, ses compagnons s'appellent Antonio et Abilio. Et ceux-là, c'est des personnages de création, c'est des personnages qui ont existé. C'est des personnages qui ont existé et tous les personnages qui l'accompagnent n'ont pas existé, mais oui, il y en a qui ont existé vraiment. Il n'a pas gardé contact avec ces personnes-là, en fait. Vous dites que vous avez perdu leurs traces, d'ailleurs. Vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus. Oui, je pense qu'en fait, après, mon père, il est parti dans le nord de la France parce qu'il avait une possibilité de travailler dans une usine. Et c'est un peu à ce moment-là où il a perdu le contact des personnes avec qui il a fait ses traversées. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont loué des liens très forts pendant la traversée parce que c'est eux qui étaient là depuis le début et ils ont vécu toutes les choses difficiles ensemble. Mais après, je pense que chacun fait un peu sa vie de son côté et je pense qu'il y a une sorte de enfin on essaye d'occulter en fait cette partie qui est pas très chouette à raconter. Je reviens vers vous, Annick. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez travaillé à partir de... Pour une planche comme celle-ci, c'est votre souvenir visuel, c'est des photos. Vous avez travaillé pour faire... Vous tenez à faire vrai. Quelqu'un qui connaît ces Yaoundé, vous reconnaît le marché de Mokolo, reconnaît les étals, ou c'est un peu de fiction, beaucoup de réalité, ou le contraire? Oui, alors le travail de documentation, il est basé quand même sur des endroits où je suis allée. Donc j'espère que les personnes qui connaissent le marché de Mokolo au Cameroun vont le reconnaître. Les marchés comme celui de Mokolo, en fait, ça grouille de marchands, de magasins, etc. Et je pense que si je devais être complètement encore fidèle, en fait, il y aura encore plus de monde. Mais la bande dessinée, elle doit aussi quand même faire des choix. Bon, ce que j'espère, c'est qu'on se rend compte que quand même c'est un endroit qui grouille de monde, qui a beaucoup de circulation. Donc il y a cette documentation. Non, ma question c'était, est-ce que c'est oui. vous cherchez le réel pour dire, bon ben voilà, Oui. c'était comme ça s'est passé comme ça, c'était en décembre tant et on était dans telle rue, ou finalement, peu importe, j'ai envie de raconter une histoire et que ça soit dans cette rue ou une autre, c'est pas très grave. Ah oui, d'accord. Ah oui, très bien. Bien oui, c'est ça. C'est en fait les choix de scène et les choix des lieux, ils sont en fait au service de mon histoire. Donc voilà, donc c'est plus ça la logique, mais en sachant que je n'invente, enfin il y a des choses que je n'invente pas. C'est un travail très très documenté, tout comme Adeline en fait. J'ai lu énormément, en fait, mon roman graphique, je l'ai documenté avec des lectures sur l'histoire de la guerre de décolonisation du Cameroun. Je l'ai aussi documenté avec des témoignages, le témoignage de mon père et d'autres personnes qui ont vécu ça. Et je l'ai aussi documenté avec une immersion sur le terrain. Voilà, donc j'ai fait ça et pour le mettre au service de mon histoire qui raconte des choses qui sont réellement arrivées. Enfin, sauf évidemment cette scène d'enlèvement au marché de Yaoundé. Mansouré, dans votre livre, il y a très peu de notifications sur le temps. Vous dites j'ai quitté l'Iran en 2006. C'est un des rares moments où vous situez le pays et l'année. Pour le reste, c'est pas ça qui importe. Que vous soyez, peu importe le lieu de départ où vous êtes modèle, c'est pas un problème. L'Iran, peu importe aussi. Le propos est ailleurs. Vous n'avez pas besoin de le localiser dans le temps ni de le situer dans l'espace. Ou je me trompe? Non, j'avais pas envie parce que c'est un livre qui a. En fait, je crois que notre cerveau, ça marche pas comme ça.
Si vous êtes vraiment dans la tête de quelqu'un qui va se souvenir son passé, ça va être pas raconté dans une manière linéaire. En fait, les mémoires visuelles, ils ne connaissent pas vraiment le temps. Et on peut nous souvenir ils sont liés plutôt les sentiments. Et souvent, comme un sentiment que vous avez maintenant, ça peut vous ramener juste dans votre passé, que vous avez 9 ans, que vous avez le même sentiment. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça, tout le monde peut expérimenter ça. Et je vais mettre un peu les lecteurs, les lectrices dans cet état de l'avoir quelqu'un qui est en fait, moi, quand j'avais 9 ans, moi, quand j'avais 16 ans, toute sa vie, je le sais maintenant. Vous savez ce que je veux dire? C'est présent pour moi. C'était ça le but. Vous situez d'ailleurs très peu les lieux. On voit un escalier, un bâtiment, mais ce n'est pas forcément à telle adresse. L'escalier, bon, c'est un escalier, pas plus que ça. C'est plutôt le sentiment des personnages et avec l'adresse que je choisis, ça donne l'impression de temps, comment dire, les types de sentiments que je vais transmettre à lecteur. Ça, c'était important pour moi. Alors, l'image que l'on voit est le contraire de ce que vous venez de dire, parce que là, au contraire, c'est des clins d'œil au cinéma. Pourquoi ces 3 films-là? Alors, c'est Black Edward, c'est Hitchcock et c'est Nolan, hein, c'est ça? Oui, parce que j'ai vu ces films quand j'étais en Iran. Après, j'ai grande... j'ai beaucoup de films. Si je choisis des films entre les films que j'ai vus en France, j'ai une collection dans la tête qui, je n'arrive pas à choisir, mais je me souviens, c'est 3, parce que le premier, c'est mon préféré. Et aussi parce qu'ils sont basés Diamant sur sur les canapé, c'est ça? personnages qui sont, que je peux dire quelque chose sur les personnages qui c'est important. Ça a été facile pour vous de reconstituer ces images quand vous partez de votre corps, puisque vous l'avez dessiné, des personnages que vous avez inventés. Bon, là, vous êtes dans le réel. On doit reconnaître les acteurs, on doit reconnaître le film. Peut-être parce que j'ai vu les films millième fois déjà. Je connais bien les acteurs, les actrices. Et aussi, je viens de cinéma d'animation, je suis dessinatrice de personnages. J'ai d'habitude de dessiner énormément les personnages de cinéma. Voilà. J'aime bien le faire. Alors, je reste avec vous parce que j'ai l'impression que par rapport à vos camarades, il y a très peu de texte dans votre bande dessinée. Il y a beaucoup de pages qui sont muettes, uniquement dessinées. J'ai l'impression que la dessinatrice a pris le pas sur l'auteur. Vous avez l'idée évidemment du livre, mais beaucoup de pages muettes. Et quand vous dites ces lignes qui tracent mon corps, c'est aussi ces lignes qui tracent ma vie, qui tracent mes blessures aussi. Oui. Oui. Oui, en fait, et tout ça, ça va, ça marque quelque chose sur votre corps. Mais peut-être c'est pas évident dans le corps physique, ça marque le corps, ça va se souvenir. Voilà. Je vais vous citer, si vous permettez, parce qu'il y a une séquence où il y a une phrase un peu longue, elles sont très rares, et vous dites ceci. Je n'aspire qu'à aller de l'avant, on est vers la fin du livre, hein. Je n'aspire qu'à aller de l'avant, à créer une nouvelle version de moi-même, libre, intrépide, plein de joie de vivre, mais les fleurs du passé me hantent toujours et rappellent de vieilles blessures sur mon corps, les plus honteuses à révéler. Mais je continue à aller de l'avant, à dessiner. Vous mettez en parallèle aller de l'avant et dessiner, ça va de soi. Vous avez employé tout à l'heure le mot de thérapie, ça veut dire que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Et après, voilà, je crois que je veux vivre avec passion de dessiner. Ça me permet de continuer à vivre. Annick, je reviens vers vous.
Est-ce que je me trompe si je dis que le dessin accompagne l'idée et le texte, contrairement à Mansouré, où le dessin, à mon avis, précédait le texte, ou c'est peut-être le contraire? Vous avez vraiment envie de raconter une histoire et le texte est important et vous l'illustrez, ou les deux choses sont nées en même temps? Non, mais vous avez tout à fait raison. Dans mon processus de travail, j'ai d'abord écrit le scénario. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Et dans ce processus-là, quand j'ai écrit tout mon scénario, je ne savais même pas combien de pages j'allais avoir. Voilà. Et après, il y avait les contraintes données par mon éditeur qui m'a dit, bon, ben, en fait, il ne faut pas dépasser 200 pages. Et donc, c'est après que j'ai fait mon découpage. Mais c'est vrai que j'ai d'abord pensé en termes de scénario. Qu'est-ce que je vais écrire? Et il y a un genre auquel vraiment je tenais, c'était le genre thriller. Voilà. Et... Le découpage qu'on a vu au début, ce Oui. passage les flashbacks, le côté je reviens en arrière, je change de lieu, vous l'aviez aussi dans votre script dès le départ, ou c'est une recomposition qui est venue dans un deuxième temps? Oui, c'est un script que j'avais dès le départ. Alors là, je dois vous dire que, en réalité, en tant que lectrice, je me rends compte que je lis. En fait, j'aime beaucoup les histoires captivantes avec des storytelling captivants, et j'aime vraiment être happée. J'aime vraiment ouvrir un livre et avoir envie de tourner la page, ce qu'on appelle le fameux page turner. Par exemple, il y a un livre que j'ai lu d'une traite qui avait vraiment ce page turner hyper captivant, c'est L'Anomalie de Hervé Letellier. Je me suis dit, oh là, j'ai envie de faire exactement la même chose. Voilà, donc c'est vraiment ce qui a guidé voilà, mon désir. Pourquoi j'ai vraiment voulu faire ça parce qu'en tant que lectrice, j'aime les thrillers. J'ai voulu aussi faire ça pour le Cameroun, parce que je me suis dit que c'est un endroit du monde qui n'est pas très connu. C'est une histoire du monde qui est... Enfin, la guerre de décolonisation du Cameroun, personne ne connaît. Et donc on ne la nomme pas même. Voilà, on ne la nomme pas. Voilà, c'est ça, elle n'est pas connue. C'est la troisième guerre, après la guerre de Chine et la guerre d'Algérie, c'est la troisième guerre d'indépendance de l'Afrique francophone. Voilà. Voilà, donc c'est déjà tellement pas connu, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse le storytelling le plus captivant. Adeline, sur la place de l'image, de l'écrit, les deux choses sont venues en même temps. Vous aviez écrit un script d'abord, l'image avait précédé, ça c'est comment? Moi, j'ai vraiment d'abord écrit tout le scénario, mais j'avais en tête de mettre le moins de texte possible. J'avais même envie de le faire en muet pour justement, enfin, vu que j'avais le titre dès le début, quoi, avant même de commencer à écrire le scénario, je m'étais mis ça en tête comme contrainte, sauf qu'il y a beaucoup de choses où c'est très, très difficile de ne faire passer que à travers l'image. Et donc là, mon éditeur m'a dit, peut-être qu'il faudrait quand même mettre du dialogue. Et donc après, j'ai retravaillé, et donc j'ai rajouté du texte. Mais pour moi, on peut raconter beaucoup de choses avec une image, mais effectivement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas raconter qu'avec l'image. Donc, j'ai vraiment essayé de jouer avec les deux, quoi. Quelle technique vous employez pour faire ces dessins? C'est du dessin au crayon? C'est comment vous avez fabriqué le livre? Alors, pour ce qui est du découpage, donc storyboard, j'ai travaillé sur tablette graphique, ce qui m'a permis de revenir en arrière facilement, modifier très rapidement les retours que mon éditeur pouvait avoir sur mon travail. Et ensuite, en ce qui concerne les planches, j'ai travaillé de manière originale, donc au crayon graphite. Enfin, c'est un simple crayon. Mais en fait, je trouve qu'on peut tout à fait faire des très belles choses avec du matériel très peu coûteux. Et j'adore utiliser cette matière-là. Enfin, ça permet vraiment d'avoir des belles nuances, des ambiances sans forcément rajouter de la couleur. C'est forcément du noir et blanc? Non, pas spécialement, mais je trouvais que pour cet album-là, il n'y avait pas besoin de rajouter de la couleur et que le crayon, en fait, se suffisait déjà à lui-même. Mansouré, vous aussi, noir et blanc, mais quelques
touches de couleurs, du rouge. Le rouge, c'est le sang, c'est l'interdit, c'est la blessure. Enfin, il y a tout ça. Et vous travaillez beaucoup sur les détails. On a vu avec la première, on voit les mains, on voit un sein, on voit un visage. Le détail est important. Vous faites rarement des gros plans, des plans larges. Les gros plans, Des gros plans, vous les faites, pardon, vous ne faites pas des plans larges. Oui, parce que je veux bien qu'on est très proche du sentiment de ce personnage. Et même, j'ai utilisé ce qu'on peut voir dans le cinéma. On utilise la même chose. Ça nous approche c'est comme ce personnage, il va revoir sa vie. Je vais donner ce sentiment. Il devait être comme ça, lui aussi, ce personnage, cette jeune femme, en noir et blanc. Vous n'avez pas imaginé qu'il y ait davantage de couleurs. Ça s'imposait à vous. Déjà, c'est passé. Du coup, j'avais envie et découpage, c'était assez difficile parce qu'il y en a beaucoup d'aller-retour vers le temps présent dans le livre et le passé. Pour distinguer bien, j'ai trouvé de passer en noir et blanc et couleur pour les sciences du modèle vivant. Et aussi, comme vous avez dit, les touches de couleur qui ont une signification comme pour le danger, peur, ou c'était comme ça. Annick, noir et blanc, mais aussi des aplats en bleu, où il y a des zones de bleu. Cette technique, pourquoi? Comment? Oui, alors effectivement, c'est sur une ligne claire en noir et blanc avec des aplats bleus sur des éléments que j'ai envie de mettre en valeur. Voilà, donc c'est un choix. J'étais influencée par... bon, la couverture fait un petit peu un clin d'œil quand même à Riyad Satouf. Voilà. On a fait un petit clin d'œil à ça. Et j'aime bien l'efficacité du noir et du blanc dans cette ligne claire avec, voilà, des fois ce bleu qui permet de mettre en valeur des choses que j'ai envie de mettre en valeur. Je trouve ça assez efficace. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que mes prochains projets seront comme ça, mais en tout cas, pour celui-là, c'est un style que j'ai trouvé... c'est un style qui, pour moi, se met au service de l'histoire. Vous avez toutes les trois un point commun aussi dans vos trois livres, c'est d'ajouter une sorte de volonté pédagogique, je dirais, dans vos livres. Vous ajoutez des notes ou précisez un certain nombre de choses. Annick, pardon, je reste avec vous. Il y a un album photo à la fin. On voit, il y a des photos de famille, votre famille, les vrais personnages. Et il y a aussi une postface avec écrit par c'est un texte de Thomas Deltombe. Cette volonté d'ajouter une documentation, c'était nécessaire pour vous justement pour préciser cette guerre que l'on méconnaît ou que l'on tait? Oui, pour moi, c'était indispensable En fait, mon livre est un livre qui complète des livres d'historiens, puisque c'est une histoire qui est très peu connue, la guerre d'indépendance du Cameroun. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment de faire connaître cette guerre et de permettre aux personnes d'entrer dans cette histoire à travers ces personnages voilà, qui incarnent, voilà, qui sont dans une sorte de quête. Et donc, je suis vraiment heureuse que Thomas Deltombe, un des co-auteurs d'un livre qui est devenu un livre de référence sur la guerre du Cameroun, qui s'appelle Cameroun, une guerre aux origines de la France-Afrique, ait accepté d'écrire la postface. Parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu mémoriel, il y a un enjeu de reconnaissance. Adeline, à la fin du livre, il y a une note personnelle sur la destinée de vos grands-parents. Hein, et puis, il y a aussi ce texte, le Salto de Victor Pereira, qui fait référence au Salto. C'était aussi un film de Christian Challenge qui racontait, grosso modo, cette histoire-là. Vous n'en avez pas parlé? C'est un film que vous connaissez, que vous avez... J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je savais qu'il existait. Et en fait, o salto, ça veut dire le saut en portugais. Et en fait, ça signifie vraiment cette traversée que beaucoup de Portugais et Portugaises ont faite, parce qu'il faut savoir que ça s'est étalé sur plus d'une dizaine d'années,
où il y a vraiment eu un gros mouvement de population de la part de la population portugaise qui a vraiment immigré vers... donc, il y avait la France, mais il y avait aussi d'autres pays vers lesquels se projeter, où souvent on allait rejoindre un proche. Et donc, mon album, c'était aussi une manière de rendre le témoignage de mon grand-père et de lui offrir, un peu comme toi, une mémoire, mais aussi à la mémoire de tous les Portugais et Portugaises qui pourraient en fait s'y retrouver dans mon récit. En 2 mots, que sont devenus vos grands-parents? Ils sont restés en France, vous êtes là, donc je suppose qu'il y a une histoire familiale qui s'est faite plutôt en France qu'au Portugal? Oui, mes grands-parents sont restés au Portugal. Ma grand-mère n'a pas pu voir le livre terminé, elle est décédée entre-temps. J'aurais beaucoup aimé qu'elle ait eu l'occasion de le voir, mais mon grand-père est toujours là et habite toujours en France. Et ils n'ont pas spécialement désiré repartir. Ils sont restés en France. Hein. Ouais, ouais. Mansouré, vous, c'est quelques mots pour aller plus loin. Et il y a trois notes, 3 articles avec des renvois de pages. L'un qui précise que le mariage des petites filles est passé de 9 ans à 13 ans. Et puis un article sur les meurtres dits d'honneur. Qu'est-ce que c'est les meurtres dits d'honneur, si vous devez nous les expliquer? La deuxième note, elle a trait au meurtre dit d'honneur. Ah, j'ai vraiment pas compris lequel. Alors, à la fin du livre, en fait, vous À racontez. la fin du livre. À la fin du livre, il y a 3 notes. Les notes à la fin du livre, oui. Ça, Vous parlez de Honor Bafoué, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. ok. Ouais. Oui, c'est une cause pour la mort de vie. Dans ce livre, je parle beaucoup dès que j'étais aussi une des victimes de cette histoire. Je parle de cette fait qui, dans la loi islamique, en fait, le père, c'est chef de famille et il a le droit sur le sang de ses enfants. S'il le tue, il n'y a pas de puni major. Il peut être prisonnier à 3 ou 10 ans de prisonnement. Et selon les statistiques, il y en a beaucoup de morts et beaucoup de violence vers les enfants qui se fait par leur père. Et une des raisons, c'est toujours, ça reste honneur bafoué, parce qu'il a dans la culture islamique de l'Iran, l'honneur, c'est priorité pour toutes les familles. Et c'est part de ça. La 3e note, c'est être femme en Iran aujourd'hui. Et elle fait référence, cette note, à femme, vie, liberté, et donc à la prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Un mot sur cette femme journaliste iranienne. Je vais donner une note sur toutes les femmes qui travaillent comme journalistes, comme activistes en Iran, qui sont hyper courageuses malgré toutes les limitations. Elles arrivent à battre et il arrive à continuer. Je dis bravo, j'espère que ce sera entendu et ça va changer la situation pour eux en Iran. Une dernière question à toutes les 3, je reste avec vous, Mansouré. La destinée de vos livres et de votre livre en Iran, vous l'imaginez un jour? C'est une possibilité, une traduction? C'est quelque chose que vous souhaitez, j'imagine? Je souhaite vraiment, mais malheureusement, on n'a pas vraiment de publication de bande dessinée en Iran. Si ça va changer, on espère que tout ça change. C'est un de l'espoir, oui. Mais je souhaite vraiment qu'il se loue et il sera publié. Et au-delà de l'Iran, des traductions, par exemple, dans d'autres pays? Bien sûr. C'est des choses qui sont en projet, qui sont déjà effectuées? Il faut parler avec l'éditeur, je crois.
Mais c'est trop tôt. En fait, le livre, il est sorti en septembre. Donc, moi, j'aimerais bien, mais il faut attendre un petit peu d'avoir ton livre publié dans d'autres langues. Adeline, même chose. Le livre en portugais, il existe, il va exister. Vous avez envie qu'il existe? Pour l'instant, il n'existe pas encore. Ouais. J'espère que ce sera le cas. C'est en discussion avec une maison d'édition portugaise. Donc, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Donc, c'est une envie que moi j'avais et l'éditeur essaye de faire en sorte que ça soit le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Vous participerez à la traduction, par exemple, ou c'est pas, vous n'avez pas forcément envie ou... C'est pas spécialement mon travail, et vu que je sais pas parler couramment le portugais, ça serait très compliqué pour moi de faire ce travail-là. Donc, je serais très contente de voir le résultat, mais je laisserai la place à Il y aurait quelqu'un. un travail d'adaptation, par exemple, vous pensez, pour un lectorat portugais? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous précisez pour un lectorat plutôt français qu'il est inutile de préciser? Mais je me trompe peut-être aussi. En fait, c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a des moments où il y a des passeurs clandestins qui parlent au personnage principal et à ses compagnons qui font la traversée. Et donc, c'est écrit en français. Et donc, je sais pas, c'est des petites choses comme ça, de passage de langue, en fait, puisque vu qu'ils traversent l'Espagne et la France, il y aurait peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, mais on n'a pas encore réfléchi sur cette question. Annick, la destinée de ce livre au Cameroun, il est déjà arrivé, des retours, des échos Alors, le livre n'est pas encore disponible au Cameroun. Ma maison d'édition est en train de voir avec le distributeur ce qui est possible. En tout cas, il y a 2 librairies où il pourrait être distribué. Et sur la question de sa traduction, j'aimerais vraiment qu'il soit traduit en anglais, ne serait-ce que parce que le Cameroun est un pays bilingue, ça on l'oublie. Il y a la partie française et la partie anglophone. Donc rien que pour ça, ça me semble indispensable qu'il soit qu'il soit traduit. Donc oui, s'il y a des personnes qui ont des projets de le traduire, avec Je ne grand pensais pas plaisir. forcément à la traduction en anglais, mais je pensais à sa destinée dans le pays. Ce n'est pas encore le cas. Il n'est pas encore lu. Voilà, il n'est pas encore distribué au Cameroun, Okay. voilà, mais il peut l'être. Les réactions de la famille, par exemple, Ah oui. Comment ils sont tous contents. Il y en a qui le sont moins que d'autres. Alors, la première réaction, c'est celle de ma mère, qui... alors, pour le coup, c'est un livre qui n'a pas été facile à faire parce que c'est quand même une femme qui s'est retrouvée seule à devoir gérer 4 enfants suite à l'abandon de son mari. Et donc, c'est pas évident pour elle, même pendant le processus d'écriture et de publication du livre, mais elle l'a lu et elle a trouvé des choses justes. Voilà. Et sur les frères et sœurs, alors pareil aussi pour la petite histoire, je suis la seule à avoir repris contact avec mon père parce que ça a été compliqué pour mes autres frères et sœurs. Voilà, j'ai une sœur qui a le livre dans les mains et qui a commencé à le lire. Bon. Adeline, la famille a réagi? Alors, mon grand-père n'a pas voulu le lire, du coup, malheureusement. Et le reste de la famille l'a lu avec plaisir et j'ai eu des bons retours, donc c'est plutôt chouette. Donc, c'est un peu dommage que mon grand-père, qui est quand même le premier concerné, n'ait pas... voilà, quand je vous ai dit qu'il m'avait raconté son histoire une fois et qu'il ne voulait plus en entendre parler, c'était très concret, quoi. Mais que sa fille racontait son histoire, finalement, il non, est bien mais content, mais il fait le silence lui aussi. Je pense qu'il n'a pas envie de se replonger dans cette histoire-là. Oui, voilà, c'est traumatique. Mansouré, des réactions dans votre entourage proche iranien? Il y a des gens qui ont regardé, lu peut-être le livre J'ai ma soeur elle habite en France aussi, à Paris. Oui, elle a lu, elle a aimé. Je crois que ce livre, c'est très personnel et aussi je raconte une partie d'une histoire de notre famille. Du coup, c'était assez touchant pour elle. Vous n'avez pas eu de critique? Personne ne vous a dit, mais tu as dit ça, tu n'aurais pas dû le dire Non, elle a trouvé juste. Bon. J'ai dit la vérité. Adeline, personne ne vous a dit, ah, ça, tu as dit ça, c'est pas bien. Non, mais j'étais la seule à avoir eu accès à l'histoire de mon grand-père au complet. Je ne suis pas certaine qu'il y ait d'autres personnes qui aient fait ce travail de recherche de documentation par rapport à cette période-là. Et
Donc non, enfin, non. Mais tant mieux, je vous taquine. Annick, des réactions? Ben moi, justement, c'est pour ça que j'ai pris la fiction et l'autofiction. C'est parce que j'ai souhaité pas aussi moi. me protéger derrière des personnages. Donc, c'était un peu ma stratégie depuis le début pour ne pas avoir à trop rendre compte. Donc, quand je l'ai mis, par exemple, dans les mains de ma mère, j'ai dit, maman, c'est une fiction inspirée de faits réels. Voilà, ça m'a vraiment protégée. Voilà. Merci à toutes les trois d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Ben, vos livres, on peut les trouver, pour ceux qui sont dans la salle, sur la table de la librairie. Pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin, dans les bonnes bibliothèques et dans les bonnes librairies, je l'espère, on trouvera vos livres. Je vous donne rendez-vous à 18h avec une rencontre, cette fois avec Marcelino Truong, qui nous emmènera du côté du Vietnam, mais pas seulement, du côté des États-Unis aussi, du côté de Londres et de Paris. Voilà, merci à tous d'être dans la salle. Merci à vous trois. Bonne fin d'après-midi Merci. et bonne lecture. Merci. Merci beaucoup.